Bienvenue à cette 6e leçon du cours Architecture des ordinateurs et qui s'intitule Notions sur la structure des programmes. Dans cette leçon, nous allons voir les éléments de base nécessaires pour la compréhension des langages de programmation. Et notamment, pour illustrer justement cette notion de programmation, de structure de programme, nous allons voir 3 types de langages. Les éléments sur le langage machine, des notions en programmation en assembleur et le langage évolué. Donc on verra sur une expression l'exécution de ce programme, de cette expression plutôt, en utilisant les 3 langages. Langage machine, langage assembleur et langage évolué. Donc commençons par les éléments de langage machine pour voir comment la machine se comporte si on veut plutôt programmer sur celle-ci en langage machine, comment on doit s'y prendre. Donc nous allons voir dans un premier temps la forme générale des instructions arithmétiques et bien sûr la programmation en langage machine. Donc on verra comment doivent être les instructions et comment peut-on ou comment doit-on programmer en langage machine sur une machine, sur un processeur qui ne dispose pas de langage évolué ou d'assembleur. Donc la forme générale des instructions arithmétiques comporte un certain nombre de champs. Donc il y a la nature de l'opération à réaliser, il y a les données ou opérandes ou leur adresse, et il y a bien sûr l'emplacement où doit être rangé le résultat. Donc c'est les 3 champs nécessaires et indispensables pour qu'une exécution, ou plutôt pour qu'une instruction s'exécute dans de bonnes conditions. Donc il faut bien sûr un champ dans lequel est stipulé le code d'opération, parce que le processeur reconnaît les instructions par leur code d'opération. Donc si vous demandez à un processeur d'exécuter une instruction, si vous ne lui donnez pas le code d'opération ou le bon code d'opération, il ne saura pas quoi exécuter, il ne saura pas quelle opération il doit faire. Donc ce champ de l'instruction est une partie d'un certain nombre de bits dans l'instruction et qui renseigne le processeur sur la nature de l'opération à faire. Donc c'est le nombre de bits de ce champ correspond au nombre d'instructions que le processeur peut exécuter, ou correspond, dans certaines machines, à la classe d'instructions, parce que dans certaines machines, on regroupe les instructions par classe. Et il y a des champs supplémentaires qui renseignent le processeur sur l'instruction dans la classe à exécuter. Bien sûr, dans l'instruction, on a le champ code opération, on a un deuxième champ qui renseigne le processeur sur les données ou leurs adresses, parce qu'on peut mettre la donnée elle-même dans l'instruction, comme on peut mettre l'adresse de la donnée. Si par exemple la donnée est stockée dans la mémoire dans un autre emplacement, il faut fournir au processeur l'adresse de cette donnée. Donc il sait par exemple si le code d'opération, c'est une opération d'addition, de x plus y, donc add x, y, il faut lui donner l'adresse de x et l'adresse de y pour qu'il puisse les récupérer de la mémoire pour faire l'opération d'addition. Bon, bien sûr, je peux mettre add 2, y, donc j'additionne la constante 2 à y. Et dans ce cas, 2, je peux le coder dans l'instruction, puisque c'est une constante. Je peux le mettre dans l'instruction, comme je peux lui réserver un emplacement mémoire. Je le mets dans une zone mémoire et j'utilise l'adresse de cette constante comme variable pour pouvoir utiliser cette variable, ou plutôt cette constante. Bon, bien sûr, on a plusieurs types de données. Il y a des constantes, il y a des variables. Et au niveau de l'adressage, on peut avoir ce qu'on appelle l'adressage absolu, comme on peut avoir un adressage relatif. On reviendra sur l'adressage plus tard. Et bien sûr, lorsque le processeur effectue l'opération sur les opérandes, il a besoin de ranger le résultat. Donc il faut lui donner l'adresse
où on doit ranger le résultat. Alors l'adresse ou le registre vers lequel le résultat sera transféré. Donc c'est les trois champs indispensables pour exécuter une instruction. Bon, j'ai pris l'exemple de l'instruction arithmétique parce que c'est elle qui comprend le maximum d'opérandes, puisqu'il y a une opération, il y a un ou deux opérandes, et il faut ranger le résultat quelque part. Il y a des instructions, bien sûr, qui n'ont pas de données. Par exemple, l'instruction de complémentation d'un registre, ben, la donnée, elle est dans le registre. Donc, on n'a pas à chercher une donnée dans la mémoire, par exemple. Le registre, il est interne au processeur. Donc, dans le langage machine, on a dit une instruction comprend un code d'opération, une adresse de la donnée et, bien sûr, l'instruction peut être représentée avec un format dans lequel on a le code d'opération et l'adresse de l'opérande. Donc le code d'opération comprend il renseigne le processeur sur la nature de l'opération à faire et l'adresse renseigne le processeur sur l'emplacement de l'opérande. Donc ce mot qui renseigne le processeur sur le type d'opération s'appelle l'instruction ou le code d'opération, le code instruction. Donc le code d'opération est codé sur un certain nombre de bits. Le nombre de bits est fixé en fonction du nombre d'instructions dont le processeur dispose. Et l'adresse, ici, doit être calculée en fonction de la taille de l'espace adressable du processeur. Bon, si le processeur dispose d'un espace adressable de 32 bits, eh bien, cette adresse doit avoir la taille de l'espace adressable. Il est clair, bien sûr, que sur certains processeurs, ils ne mettent pas sur le premier mot d'instruction l'adresse, ou plutôt la taille de l'espace adressable, mais ils mettent des renseignements qui indiquent au processeur comment il doit calculer l'adresse. Et sur des champs supplémentaires, on rajoute des mots supplémentaires pour donner des informations complémentaires au processeur pour localiser l'adresse de l'opérande. Donc, ici, c'est le format général d'instruction, mais sur certains processeurs, on pourrait avoir des tailles d'instructions variables en fonction du mode d'adressage. Ce qu'on appelle mode d'adressage, c'est la façon avec laquelle le processeur calcule l'adresse des opérandes. Et dans ce cas, il rajoute à ce mot principal de l'instruction d'autres mots qui peuvent fournir au processeur des informations sur les opérandes, aussi bien opérandes source qu'opérandes destination. Donc le format d'instruction peut varier bien sûr en fonction d'une machine, en fonction des machines ou en fonction des processeurs, et on peut avoir affaire à des machines qu'on appelle à une adresse et des machines à deux adresses. Donc une machine à une adresse, dans le mot principal de l'instruction, on a un code d'opération et une seule adresse, ou plutôt un champ supplémentaire, un champ ici, qui nous fournit des renseignements sur la seule adresse que peut avoir l'instruction. Et dans ce cas, si par exemple, je veux faire une addition, ben, ça sera le code d'opération de l'addition et l'adresse d'un seul opérande. Et toutes les opérations se font à travers l'accumulateur. Donc je prends une donnée, je la mets dans l'accumulateur. Si je vais faire une addition, entre deux opérandes, je dois prendre le premier opérande, je le mets dans l'accumulateur, et je prends le deuxième et je l'additionne à l'accumulateur. Donc dans le champ adresse, je n'ai droit qu'à un seul opérande. Donc une addition de x plus y va se faire en trois instructions. Donc x, je dois charger x dans l'opérande, dans l'accumulateur, j'additionne y à l'accumulateur, et si je dois ranger le résultat ailleurs, dans ce cas, je prends l'accumulateur et je le range avec une autre instruction dans l'emplacement où je dois mettre le résultat. Dans la machine à deux adresses, par contre, j'ai droit à un code d'opération
qui renseignent le processeur sur la nature de l'opération, plus 2 champs adresses. Donc, si pour faire une opération x plus y, ben, je fais add x, y. Et dans ce cas, j'ai l'adresse de x et l'adresse de y dans l'instruction elle-même. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle machine à 2 adresses. Donc, j'ai ici le code opération, j'ai l'adresse du premier opérande et j'ai l'adresse du deuxième opérande. Bien entendu, comme ce qu'on a dit pour la première machine, pour la machine à 2 adresses, je peux avoir un champ, un premier mot de l'instruction qui me renseigne sur le code opération et les emplacements des opérandes, adresse 1, adresse 2, et des champs complémentaires qui me donnent les adresses de ces opérandes. Bon, bien sûr, si on a un code d'opération de 4 bits, on n'a droit qu'à ces opérations, ou plutôt 16 classes d'instruction, si on parle de classes d'instruction. Donc, prenons un exemple de programmation en langage machine sur l'expression f égale à 7x moins y divisé par a plus b. Donc, on va faire l'exemple dans un premier temps, puisqu'on est en train de voir le cas du langage machine. Après, on verra pour l'assembleur et le langage évolué, comment le processeur se comporte sur la même expression, comment on pourrait programmer le processeur en langage assembleur et en langage évolué. Mais prenons le cas de l'assembleur maintenant. Donc, si pour exécuter cette instruction, bon, bien sûr, il va falloir fixer les opérations que le processeur peut faire. Donc, admettons que notre processeur peut faire une opération de chargement, et dans ce cas, il va falloir la coder. Une opération de rangement du résultat dans l'accumulateur, donc je vais lui donner le code 01, donc ça c'est le code d'opération. Donc chargement 00, rangement de l'accumulateur vers une adresse mémoire 01, addition de l'opérande à l'accumulateur, code d'opération 02, soustraction à l'accumulateur, disons soustraire l'opérande à l'accumulateur 03, multiplication de l'opérande avec l'accumulateur 04 et division de l'accumulateur par l'opérande 05. Donc ça, c'est les codes d'opération. Donc je considère que ma machine a un code d'opération sur 2 digits, ça veut dire 8 bits. Avec 8 bits, on peut aller jusqu'à 256 opérations. Bien entendu, dans mon expression 7x moins y divisé par a plus b, j'ai des variables. Donc j'ai la variable a, la variable b, la variable x, y, f, la constante 7, et je vais utiliser une mémoire temporaire parce que j'ai une machine à une adresse, donc je ne peux pas faire l'opération sans passer par une mémoire temporaire pour placer le résultat temporaire de a plus b dans une mémoire, et je calcule 7x moins y et je le divise par cette mémoire temporaire. De la même façon que ce qu'on fait sur une calculette qui a une case mémoire pour pouvoir stocker des résultats intermédiaires. Et je considère que mon programme commence à l'adresse 100 de la mémoire centrale, bien sûr, puisque l'exécution se fait dans la mémoire centrale, et je considère aussi que je vais placer mes variables aux adresses qui sont en face de chacune des variables. Donc je place A à l'adresse 0200, je place B à l'adresse 0201, X 202, Y 203, le résultat à 0300, la mémoire temporaire je la place à 0310 et la constante 7 je la place à 0180. Ces adresses sont codées sur 4 digits, ça veut dire 16 bits. Donc je considère que j'ai une machine qui a un espace adressable de 64 kilooctets, 65 000 et des poussières, qui correspond à une adresse sur 16 bits. Donc, pour pouvoir programmer une machine en langage machine, bon, bien sûr, on ne va pas s'amuser à placer des bits des 1 et des 0. Je considère que toutes mes adresses sont en hexadécimal. Ça me facilite
l'écriture de mon programme et même la compréhension du programme. Sinon, avec les bits de 1 et des 0, il me faudrait ici 16 bits, placer 16 bits, et là aussi, il me faut 8 bits. Hein. Donc, vous imaginez un peu l'espace que ça va prendre dans mon écran. Hein. Donc, f égale à 7x moins y divisé par a plus b. Je commence, mon programme est implémenté à l'adresse 0100 et je vais écrire, donc ici, je vais, avec mon outil de mise au point, je vais me placer dans la case mémoire 0100 et je vais commencer à écrire mon programme. Donc ça, c'est les instructions. Ça, c'est les emplacements dans la mémoire. Et ça, c'est un commentaire que j'ai rédigé pour faciliter la compréhension de mon programme. Donc, ici, dans l'adresse 0100, j'ai le code opération 00, c'est l'opération de chargement. Donc, tout à l'heure, on a dit que 00, c'est chargement, 01, c'est rangement, ainsi de suite. Donc, on a codifié les opérations possibles, les 5 ou 6 opérations possibles pour notre machine. Donc, addition, rangement, chargement, rangement, addition, soustraction, multiplication et division. C'est les instructions qui seront exigées pour exécuter ce programme. Bien sûr, le processeur pourra avoir d'autres instructions. Donc nous, pour faciliter la compréhension, on se limite uniquement aux instructions qui vont nous servir pour exécuter notre programme. Donc ici, 00, c'est le code d'opération de chargement. De la donnée que j'ai, dont l'adresse se trouve ici dans le champ adresse, dans l'accumulateur. Donc je retrouve ici le code opération, le champ code opération et le champ adresse opérande. Donc je fais une opération de chargement, 00. 201, c'est l'adresse de B. Donc j'ai 200, c'est l'adresse de A, et 201, c'est l'adresse de B. Donc je prends B et je la mets dans l'accumulateur. L'accumulateur, c'est le registre, troisième registre de l'unité arithmétique et logique. Donc j'ai R1, j'ai R2 et j'ai l'accumulateur. Et une machine a une adresse, bien sûr, toutes les opérations passent via l'accumulateur. Après, 02, c'est le code d'opération de l'addition. J'additionne l'opérande dont l'adresse est 0200. Donc ça, c'est le code d'opération. Ça, c'est l'adresse. Et j'additionne l'opérande dont l'adresse 0200 qui est A à l'accumulateur. Donc c'est l'addition de A à l'accumulateur. Donc c'est ce que j'ai dans le commentaire. Donc, après l'exécution de cette instruction, je vois que le processeur va avoir dans l'accumulateur l'addition de A et B. Bien sûr, ici, le contour de programme. Donc ça, c'est la place en mémoire. Et chaque instruction se trouve placée, on les place l'une après l'autre. Pourquoi? Parce que le processeur, lors de l'exécution, va commencer l'exécution à partir de cette adresse et il va s'incrémenter à chaque fois pour exécuter les instructions les unes après les autres. Donc on a dit qu'au départ, notre programme sera chargé à l'adresse 100. Donc après l'exécution de cette instruction, le compteur de programme va s'incrémenter pour passer ici. Bon, mais là, on ne voit que le programme. On reviendra sur l'exécution, comment le processeur exécute les programmes après. Hein. Donc ici, j'ai additionné A à B et je l'ai dans l'accumulateur. Après, je vais ranger le résultat qui est dans l'accumulateur, qui est A plus B, dans la mémoire temporaire. Donc c'est 01 qui est le code d'opération de l'instruction de rangement et je le place dans l'adresse mémoire 0310. Donc 0310, c'est la mémoire temporaire, ou la mémoire de travail. Après, donc une fois j'ai placé le résultat temporaire dans MT, ou la mémoire de travail, je peux disposer de mon accumulateur. Donc je l'ai libéré. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'un seul accumulateur. Hein. Donc je vais charger la variable dont l'adresse se trouve, plutôt la variable d'adresse de 102, c'est X. Je la mets dans l'accumulateur. Après, je multiplie X par le contenu de la case mémoire 180. Donc on a vu que 180 contient la variable 7 ou la constante 7. Donc
je multiplie l'accumulateur par 7 et l'accumulateur contient la valeur x et après, je vais soustraire ce que j'ai dans l'accumulateur de y. Donc, je mets l'opération ici de soustraction, 0,3, et je vais la soustraire de la variable 0 dont l'adresse est à 0,203. 203, c'est y. Donc, je prends le contenu de l'accumulateur qui est 7x à la dernière instruction et je le soustrais de y. Donc, je vais avoir dans l'accumulateur 1 à ce moment-là 7x moins y. Et bien sûr, après, pour terminer l'exécution de mon instruction, donc j'ai pris a plus b et je les mets dans la mémoire temporaire. J'ai calculé 7x moins y, donc j'ai le résultat de 7x moins y à ce niveau-là dans l'accumulateur. Il me reste à diviser le contenu de l'accumulateur par a plus b. Donc je vais diviser le contenu de l'accumulateur par la mémoire temporaire. Donc je divise l'opération dans le code des 0,5 me divise le contenu de l'accumulateur par l'adresse, par la variable dont l'adresse se trouve ici dans le champ adresse. Donc j'ai dans l'accumulateur 7x moins y et j'ai dans la mémoire temporaire 310, j'ai a plus b. Donc cette opération me divise l'accumulateur par la mémoire temporaire, donc c'est 7x moins y divisé par a plus b. Et j'ai dans l'accumulateur, à ce niveau-là, le résultat escompté que je vais mettre dans f. Donc il suffit de ranger dans cette instruction, il suffit de ranger le résultat dans f. Donc 0,1 est l'instruction, et le code d'opération de l'instruction de rangement. Donc je range le résultat, disons je range le contenu de l'accumulateur dans la case mémoire dont l'adresse est à 0,300. Donc je range 7x moins y divisé par a plus b dont la variable f, plutôt dans la case mémoire associée à f. Donc ici, on a vu le programme. Bien sûr, il y a les variables, il y a les constantes et les variables. Donc les constantes, je vais fixer leur valeur. Donc j'ai une seule constante, c'est la constante 7. Donc je vais y aller à l'adresse 0,80 et je vais placer la constante 0,07. Bon, il n'y a pas de code d'opération puisque c'est une constante. Je vais directement dans la case mémoire et je la place. C'est la valeur de 7. Après, je vais réserver de la place mémoire pour mes variables a, b, x et y. Puisque c'est des variables, je vais, dans mon programme, essayer de placer des valeurs à ces variables pour voir le comportement de ma fonction. Donc, c'est des variables pour lesquelles je vais uniquement réserver de la place. Et c'est avant l'exécution que je vais placer les constantes à ces adresses. 0,200, 201, 202, 203. Donc, je place les variables avant d'exécuter le programme et je lance l'exécution. Et il va me donner le résultat. Après, je change les valeurs de ces variables, je lance le programme et je vais avoir un résultat et ainsi de suite. Je peux demander la récupération dans un fichier si je veux automatiquement et je peux avoir une infinité de variables. Et dans ce cas, je change mon programme, je mets une boucle pour qu'il puisse récupérer les données les unes après les autres et me donner un autre fichier résultat. Et c'est comme ça qu'on programme. Bon, donc là, on a vu l'exécution séquentielle de notre programme, mais on pourrait rajouter une boucle pour faire des itérations sur un fichier de données que je veux traiter, par exemple. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier de réserver un champ pour le résultat et un champ dans une case mémoire pour la mémoire de travail aussi, qui est une mémoire qui sera utilisée dans mon programme pour stocker le résultat temporaire. Donc c'est comme ça qu'on programme dans un langage machine. Donc vous avez bien vu qu'on ne manipule que des chiffres. Si on connaît pas, si on n'a pas une table de correspondance entre ces chiffres et le code d'opération, ou plutôt ce que signifient ces chiffres, bon, c'est un programme qu'on ne peut pas mettre au point. Donc il faut absolument avoir en parallèle des informations complémentaires, avoir sur un papier des renseignements sur ces chiffres et qu'est-ce qu'ils signifient. Donc, bien sûr, la lecture et la mise au point s'avèrent très pénibles d'un tel programme.
C'est la raison pour laquelle l'ensemble des informaticiens n'utilisent pas cette méthode, parce que, j'ai utilisé là le code hexadécimal, mais vous imaginez si on utilise le binaire, comment la mise au point va être pour ce programme. Ça sera pratiquement infernal à mettre au point. Donc c'est la raison pour laquelle, déjà, pour passer de la première génération à la deuxième génération, on avait abandonné cette façon de mettre au point les programmes et on est passé vers le langage symbolique, c'est le langage assembleur. C'est la raison pour laquelle rarement des informaticiens qui programment leurs programmes ou qui écrivent leurs programmes avec du langage machine. Bien sûr, des fois, lorsque sur certains programmes on n'arrive pas à comprendre le comportement d'une machine, on revient sur le code machine, sur le langage machine, mais pour faire la mise au point, pas pour écrire les programmes, mais pour voir le comportement de la machine, on voit les bits, est-ce qu'il place correctement les bits ou pas. Mais vraiment très très rarement. Je me rappelle un cas où vraiment on avait sur un ordinateur, il avait perdu un bit sur le bus de données, sur le bus interne de données. Il y avait une piste qui a été grillée sur la carte mère. On était obligé de descendre vers le langage machine pour comprendre d'où vient l'erreur, parce que c'était impossible de le voir avec un langage évolué ou même en langage assembleur. Donc c'est la raison pour laquelle on va vers le langage symbolique et l'assembleur. C'est le deuxième volet de ce cours. Donc, le langage assembleur est un langage qui nous permet, au lieu de travailler avec du binaire ou de l'hexadécimal, c'est-à-dire que des chiffres, de travailler avec un langage symbolique. Et dans ce cas, il va falloir un traducteur, puisque la machine ne travaille qu'en binaire ou en hexadécimal. Elle ne connaît pas le langage symbolique, les caractères, ou plutôt une chaîne de caractères, elle ne la connaît pas. Donc on est obligé de faire un traducteur, ou plutôt un translateur qui permet de prendre le langage, ou plutôt le fichier source qui contient des symboles, le langage symbolique, et le traduire en langage machine ou en langage binaire de la machine. Donc il prend le fichier source, qui est un langage symbolique, il le traduit en binaire ou en code objet pour avoir un fichier exécutable sur la machine, un fichier qui est reconnaissable, qui est compréhensible par la machine. Donc il faut un mécanisme de traduction du langage symbolique vers le langage machine, et qui nous permet de, bien sûr, la génération d'un fichier exécutable, et ce fichier exécutable sera, bien sûr, implanté dans la mémoire centrale et qui permet au processeur, moyennant un utilitaire de système d'exploitation, d'exécuter le programme. Donc le langage assembleur ou le traducteur prend le fichier source, qui est un fichier symbolique, le convertit en binaire ou en hexadécimal pour générer un fichier exécutable. Si notre machine n'a qu'une mémoire centrale, elle n'a pas de support, plutôt de mémoire de masse, on sera obligé d'écrire notre programme, on va le mettre dans la mémoire centrale, on le passe dans l'assembleur ou le traducteur, il va nous générer un fichier binaire ou exécutable qui sera lui aussi chargé dans la mémoire centrale, et pour l'exécuter, pour exécuter notre programme, on doit lancer le chargeur, et pour l'exécuter, disons prendre le fichier binaire ou exécutable et le lancer par le chargeur. Donc il sera encore chargé dans la mémoire centrale et on exécutera le programme. Donc l'assembleur nécessite 2 passes et bien sûr ces 2 passes sont, la première c'est la définition des symboles et la deuxième c'est le décodage des instructions. Donc la définition des symboles consiste à prendre l'ensemble des symboles et des variables, des adresses des variables qu'on a utilisées dans notre programme, les mettre dans une table. Après, il décode les instructions et il récupère après, s'il y a des étiquettes ou des variables qui sont dans le programme, il les prend et il leur affecte dans un deuxième temps leur adresse pour les fixer. Donc il place les variables dans une table, des variables, de symboles. Après, il décode les instructions, le code d'opération, et il revient pour affecter les valeurs à ces variables. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un assembleur à 2 passes.
Après, bien sûr, il y a le décodage des instructions. Donc le chargeur, bien sûr, permet le chargement du programme, le binaire ou l'exécutable, dans la mémoire centrale pour l'exécuter. Et bien sûr, donc on a le fichier source. À partir de ce fichier source, on génère le binaire ou l'exécutable. Le chargeur récupère le binaire et l'exécutable, il le met dans la mémoire centrale et il lance son exécution. Bon, bien sûr, il y a un problème qui se pose, c'est quand on a des adresses absolues. Une adresse absolue, c'est une adresse fixe, comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le langage machine. Donc on a utilisé les adresses des variables. Bon, bien sûr, quand on a une seule machine, un seul programme, le problème ne se pose pas. Donc quand on ne peut lancer qu'un seul programme à la fois, le problème ne se pose pas. Par contre, lorsqu'on a plusieurs programmes peuvent être implémentés dans la mémoire, le problème se pose, surtout lorsque le système d'exploitation, pour optimiser la gestion de la mémoire, aura besoin de déplacer les programmes. Donc s'il les déplace et un autre programme vient s'inscrire dans l'ancien emplacement, le problème qui se pose, c'est que les variables ne seront plus dans leur emplacement initial et on aura un problème pour retrouver nos variables. C'est la raison pour laquelle on parle d'assembleur translatable, qui permet au chargeur de placer le programme là où il veut, sans pour autant altérer le contenu des variables. Et dans ce cas, il faut utiliser des variables avec un adressage relatif et non pas un adressage absolu. Donc, c'est l'assembleur translatable qui permet la résolution des emplacements mémoire et, bien sûr, les instructions ont un code d'opération. Pour les instructions, c'est un mnémonique et une adresse de l'opérand, c'est des symboles, c'est du symbolique. Donc, bien sûr, chaque machine dispose d'un ce qu'on appelle un jeu d'instructions et le jeu d'instructions définit toutes les instructions, le code d'opération des instructions qui sont manipulées par le processeur. Ces instructions sont classées par classe. Donc on a plusieurs classes d'instructions ou types d'instructions. On a des instructions de transfert de données qui permettent de déplacer les données d'un endroit à un autre. Donc on peut faire des transferts entre des registres. On peut faire un transfert entre un registre et une mémoire, comme on peut faire un transfert dans le sens inverse de la mémoire vers un registre. Bien sûr, comme on peut transférer une donnée vers une interface ou un contrôleur d'un périphérique. Les instructions arithmétiques, c'est les opérations arithmétiques qui l'addition, soustraction, multiplication, division. Les instructions logiques, c'est le et logique, le ou logique, la complémentation, modification d'un bit dans une donnée, ainsi de suite. Bon, il y a d'autres types d'instructions, bien sûr, telles que les instructions de décalage, rotation, et les instructions de manipulation de bits, et les instructions de contrôle du système. Donc les instructions de rotation et de décalage sont tellement importantes, surtout lorsqu'on travaille en assembleur. Et bien sûr, un décalage à droite, c'est l'équivalent de division par 2. Un décalage à gauche, c'est l'équivalent d'une multiplication par 2. Et bien sûr, on sait qu'une machine, on peut concevoir par exemple une opération d'addition, de multiplication, pardon, en n'utilisant qu'une addition et la rotation, décalage à gauche. La même chose d'une multiplication, on peut avoir une comparaison et un décalage à droite et une soustraction. Bien sûr, une soustraction, on peut la déduire de l'addition en complément à 2. Donc l'addition et la complémentation. Bien sûr, les instructions de contrôle de programme aussi sont très importantes, donc qui correspondent en général à un seul type ou à une seule classe, et qui permettent, bien sûr, de faire le déroutement du programme. Donc quand on a une instruction de branchement, ou une instruction qui va faire le test sur une condition, pour savoir vers quelle partie on va dérouter l'exécution du programme, on a besoin des instructions de contrôle de programme. Donc, si on reprend le codage des instructions, on a bien sûr le chargement pour lequel on a eu un code d'opération tout à l'heure de 0,0 dans le langage machine. Donc, on va avoir dans ce cas un mnémonique, CHA par exemple. Donc, on va prendre les initiales, les 3 premières lettres de l'instruction chargement. Addition, on va prendre les 3 premières lettres de l'addition, add.
Donc c'est le code 0,1. Donc pour la machine, c'est 0,1, mais pour l'utilisateur, c'est add. Rangement, donc pour la machine, c'est toujours 0,2, parce qu'elle ne reconnaît que le langage machine. Et pour l'utilisateur, c'est sta, c'est stocké par exemple. Ou RNG, on aurait pu utiliser RNG pour dire rangement. Soustraction, c'est sub pour l'utilisateur et 0,3 pour la machine. Mul pour la multiplication et div pour la division. Et dans ce cas, le format d'instruction sera toujours le même avec le code d'opération ici et ici l'adresse. Et bien sûr, nous, dans le code d'opération, on va utiliser le mnémonique et dans le champ adresse, on aura le symbole associé à la variable. Donc si par exemple dans le code d'opération j'ai une addition, add x par exemple, ben, je vais mettre add espace x. Donc c'est le même format. Bon ici pour raison de simplicité, bon j'ai utilisé les bits 0,11 pour l'adresse et 12 à 15. Bon tout à l'heure c'était 16 bits ici, c'était 4 digits. Hein. Mais bon le problème ne se pose pas, on aurait pu prendre ici de 0 à 15 et de 16 jusqu'à 24 ici pour simuler ça. Donc si on reprend la même expression en langage assembleur, comment on doit programmer notre programme? Donc ici, on va avoir l'instruction, ou plutôt le code d'opération de l'instruction, et là, on aura les opérandes. Donc pour comprendre le programme, au lieu d'écrire les chiffres, ici 0000201, donc 0000201, ben on va écrire plutôt les mnémoniques d'instruction et les symboles de mes opérandes. Et le programme sera plus clair. Donc ici, je vais charger B dans l'accumulateur. Je vais additionner A à l'accumulateur. Donc ça, c'est le code d'opération. Et ça, c'est la variable. Je vais ranger le résultat. Donc j'ai dans l'accumulateur A plus B. Je vais le ranger dans la mémoire temporaire. Et je vais charger X dans l'accumulateur. Après, je vais multiplier l'accumulateur par 7. Donc je vais avoir dans l'accumulateur 7X. Après, je vais soustraire l'accumulateur à ma variable, y. Donc c'est sub, elle fait la soustraction du contenu de l'accumulateur à y. Et après, je divise le contenu de l'accumulateur qui est 7x moins y par la mémoire temporaire. Et bien sûr, la dernière instruction me permet de ranger le résultat dans la variable, l'adresse mémoire f. Donc j'ai ici, à ce niveau-là, dans l'accumulateur 7x moins y divisé par la mémoire tampon qui contient a plus b. Donc je vais avoir dans f 7x moins y divisé par a plus b. Bien sûr, ça c'est le corps de mon programme, mais il ne faut pas oublier de définir les emplacements des variables et l'emplacement aussi des constantes. Donc, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les directives, parce que les instructions elles sont reconnues par le processeur, elles sont traitées, et il y a un code qui est généré. Par contre, pour les directives, les emplacements mémoire, les directives sont utilisées pour définir les constantes et pour définir les emplacements des variables. Donc, je dois définir l'emplacement des variables a, b, x et y, et même et f. Par contre, pour x, plutôt pour 7, je vais lui définir un emplacement dans lequel je vais mettre la constante 7. Donc j'ai utilisé deux types de directives. ds permet de fixer, de réserver uniquement une place mémoire. Par contre, dc permet de fixer une constante, de fixer un emplacement mémoire et de placer la constante. Bon, pour la troisième partie, disons le dernier volet, c'est le langage évolué. Donc on va aussi voir comment se comporte le processeur pour écrire le même programme en langage évolué. Bien sûr, dans la plupart des langages évolués, l'expression f égale 7x moins y divisé par a plus b s'écrit sous sa forme algébrique normale, c'est-à-dire de la même façon qu'on la voit, seulement en respectant bien sûr
les accolades et, disons, les parenthèses. On l'utilise en général sous sa forme qu'on voit exactement. Et la compréhension est beaucoup plus facile. Et bien sûr, ici, dans le langage évolué, x, y, a et b sont des variables et non pas des adresses pour notre programme. Donc ainsi s'achève notre leçon. Pour tout complément d'information ou exercice ou renseignement, vous pouvez vous connecter au site de Netuno et cliquer sur MedNetU. Je serai à votre disposition et merci.